Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie. Vous le savez, dans cette émission, un invité se raconte en nous parlant des chansons qui ont marqué son existence. Alors mon invité du jour, vous le connaissez bien. Ou tout du moins, vous croyez le connaître. Oui, tous les matins, au micro de Radio J, éditorialiste émérite, il interviewe toutes les personnalités politiques qui font l'actualité. Ce que l'on sait moins de lui, c'est la passion qu'il voue au théâtre. Auteur, comédien, metteur en scène, il excelle aussi sur les planches et sous le feu des projecteurs. C'est donc avec plaisir que je reçois aujourd'hui l'artiste Christophe Barbier. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous ? Parce qu'en ce moment, l'actualité, elle est quand même beaucoup sur scène. Ah oui, beaucoup sur scène. Non, mais c'est bien, c'est les moments de la vie qui sont passionnants, parce qu'à la fois, moi, je joue au théâtre tous les soirs, et en plus, le théâtre est dans la rue, avec une actualité politique et sociale qui nous passionne. Enfin, un de ces grands rendez-vous démocratiques tellement français. Vous êtes donc gâté. On est gâté, tout à fait. Alors, le théâtre Le Vrai, c'est le Tête de Passy pour la pièce Mademoiselle en hiver, une pièce de Thierry Lassalle, mise en scène par l'excellente Anne Bourgeois, où face à Caroline Siel, vous incarnez, qui incarnait le Coco Chanel, vous êtes un Paul Morand, collabo, planqué en Suisse en 1946. Oui, c'est un peu le crépuscule de ces gens qui ont pensé traverser l'occupation sans problème, qui ont collaboré avec les Allemands, et qui se sont rendus compte un peu tard qu'ils avaient fait les mauvais choix. Certains ont des regrets, pas beaucoup. Beaucoup sont dans le ressentiment et le désir de revanche. C'est le cas de ces deux-là, Chanel et Morand. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer à Paris, reprendre leur carrière. Oui, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là, quoi. Non, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, ils comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal, ils ont l'impression d'avoir fait leur devoir, d'avoir été dans la droite ligne. Ils vont finir par arriver à revenir d'ailleurs, parce que l'amnistie de 53, c'est assez rapide, 8 ans, bien sûr, leur permettra de reprendre l'un sa carrière littéraire qu'il mènera à l'Académie française, et l'autre, évidemment, son atelier de couture qui lui rendra la gloire et le triomphe. Alors, pour celui que vous incarnez, Paul Morand, c'est quand même assez incroyable. On sait très bien que le général de Gaulle vouait une parfaite inimitié à ce personnage. Il le méprisait plutôt qu'autre chose. Et en 68, malgré cette inimitié, malgré ses faits de collabo, qui était quand même une collaboration active quand même. Ah oui, c'était pas seulement un écrivain antisémite. C'est quelqu'un qui a travaillé au cabinet de Pierre Laval, qui a été ambassadeur de Vichy. Il a eu des responsabilités officielles. Oui. Donc il aurait dû être banni définitivement de fonction publique ou de représentation publique. Il a mis véritablement les mains dans le cambouis. Ah, tout à fait. Alors c'était pas un idéologue, ça l'a peut-être protégé. Il n'y a pas d'essai de Morand sur le nouvel ordre mondial, sur l'antisémitisme, etc. Donc ça l'a peut-être protégé. Ce qui l'a protégé aussi, c'est ses mondanités, son carnet d'adresses et cette façon de revenir un peu en douceur. Mais c'est vrai qu'en 68, il arrive à rentrer à l'Académie française. On dit beaucoup que De Gaulle a fini par céder parce qu'il considérait que Morand s'était tenu tranquille. C'est ça. Donc laissons-le obtenir son petit hochet et son sabre. Il correspondait à une droite conservatrice que De Gaulle finalement appréciait, à part cet épisode de la guerre. Et puis Morand a eu la chance d'être remis à la mode par les hussards dans les années 50, qui trouvaient que parmi la littérature d'avant-guerre, c'était un des rares à sauver pour la qualité de son style. Ça l'a aidé aussi. Alors justement, vous dites de ce personnage, c'était un génie du style et un parfait salaud. Ça doit pas être évident d'endosser le costume d'un parfait salaud tous les soirs. Non, mais ce qui rend cela plus facile, c'est ses ambiguïtés. C'est-à-dire que l'écriture de Thierry Lassalle, c'est une écriture où il y a toujours de l'ombre et de la lumière. On a des atrocités, on a des horreurs, et en même temps, il y a le talent du type, et puis une certaine lucidité aussi sur les gens et sur la vie. Comme il est intelligent, on essaye de se glisser dans cet aspect-là pour faire passer le reste. Faut pas se poser de questions, faut pas trop réfléchir à ce qu'on est en train de jouer, faut laisser le spectateur faire la part entre ce qui peut être admirable chez Paul Morand et ce qui peut être détestable. Alors, durant cette période d'ailleurs, Paul Morand, il devient un petit peu par nécessité, par besoin, le porte-plume de Coco Chanel. Il va rester une œuvre de ça. Oui, il restera une œuvre. D'abord, elle va rester dans les tiroirs, quand même pendant très longtemps, pendant même presque une trentaine d'années. Et puis, il la retrouvera après la mort de Chanel. Cette œuvre, ces brouillons, tous les feuillets de notes qu'il a pris dans les palaces de Suisse où il se cachait. À Saint-Moritz, où ils étaient à ce moment-là. Exactement, Saint-Maurice, Lausanne. Et ces feuillets, il va en faire un livre, L'allure de Chanel, qui va sortir juste après sa mort. Il a juste le temps de boucler le livre et le temps qu'on le mette sous presse. Morand sera mort. Donc c'est deux fantômes, en fait, qui se retrouvent dans l'allure de Chanel, le fantôme de Coco et le fantôme de Morand. Alors, Christophe, votre passion pour le théâtre, elle vient de loin. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais comment, dans un pays où on adore coller des étiquettes, on est le pays du fromage, on adore mettre quand même des étiquettes sur les boîtes de fromage, où on n'aime pas forcément que les gens sortent de leur case, comment vous vivez vos deux vies
d'éditorialiste émérite et d'homme de théâtre. Est-ce que c'est toujours évident à porter ça? C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand je disais, voilà, je suis journaliste professionnel, mais je fais aussi beaucoup de théâtre, à l'époque essentiellement en amateur, on me disait, bon, sois discret. Voilà, ça faisait pas très sérieux. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit une époque où avoir plusieurs activités, avoir un violon d'ingre public, c'est un peu mieux accepté. Christophe, c'est un peu plus qu'un violon d'ingre. Oui, maintenant c'est véritablement une deuxième vie professionnelle. Voilà. C'est un peu mieux accepté, c'est pas non plus complètement banalisé. Non, donc, mais j'ai l'impression d'être, peut-être aussi parce que maintenant je m'en fiche un peu plus, c'est un peu moins montré du doigt, quoi. Avant, c'était vraiment, mais tu peux pas faire l'un sérieusement et l'autre sérieusement. Il y en a forcément un des deux qui pâtit de l'autre activité. Surtout, votre autre activité n'est pas justement d'être journaliste dans les salles de spectacle ou dans les salles obscures. Et votre activité, c'est juste d'avoir en face de vous tous les hommes politiques qui font l'actualité. Donc, effectivement, on peut penser, enfin moi je ne le pense absolument pas et je comprends ô combien cette double envie et cette double envie vitale d'exister sur vos deux métiers, mais je peux comprendre qu'il y ait quelques jalousies par rapport à ça aussi. Oui, ça peut exciter des jalousies. Il y a aussi d'autres exemples dans l'autre sens. Jean-Louis Debré qui a eu une grande carrière politique, il est passé à la scène aussi. Maintenant, il n'a plus de carrière politique. Alors il n'a plus de carrière politique, mais bon, il continue à commenter aussi quand il le peut. Il vient de recevoir d'ailleurs le prix de l'humour de Résistance pour son ouvrage. Et c'est vrai que lui maintenant, il se vit vraiment, mais j'ai l'impression que même à la fin de sa carrière politique, il se vivait de plus en plus comme un écoutier de la chose politique, écoutier plutôt amusant, un humoriste de la politique, plutôt que comme un homme politique. Oui, il était en train de tourner la page. Mais en train de c'est pas basculer. Un hasard tout ça, parce qu'en fait, dans notre pays, théâtre et politique sont liés depuis très longtemps. Molière travaillait au service de Louis XIV, et Louis XIV utilisait Molière pour envoyer des piques contre ses adversaires. Napoléon a pris des cours de diction avec Talma, et Napoléon a fait réorganiser la comédie française en fonction de ses intérêts politiques. Donc on a toujours eu comme cela un lien entre les deux. En 1891, quand on crée Thermidor de Victorien Sardou à la Comédie Française, ça fait un scandale politique, parce que ça remet en question la Révolution française et notamment la Terreur. Et Clémenceau vient à la tribune faire interdire la pièce en disant « La Révolution est un bloc, on ne peut rien en distraire, on ne peut pas dire qui étaient les bons et les méchants ». Donc vous voyez, cette gémellité entre théâtre et politique, elle est vraiment prégnante dans notre histoire, et même dans l'histoire de la démocratie, parce que le théâtre et la démocratie sont inventés en même temps à Athènes, il y a 2500 ans. Il y a des employeurs qui vous ont reproché cette activité, on ne citera pas de nom, mais est-ce que vous avez eu parfois à devoir vous justifier, plaider votre cause pour continuer à être sur scène le soir et au micro le matin? Reprocher, non, parce que dans tous les médias, il y a des pages culture, donc on peut pas dénigrer la culture, mais certains m'ont dit, d'abord, comment organises-tu ton temps? Faut pas que ça prenne trop sur ton emploi du temps. Et puis, attention à ne pas trop le montrer, à pas trop le faire savoir. Faut bien distinguer les deux. Encore une fois, c'est un peu moins le cas maintenant. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus toléré, voire valorisé. D'ailleurs, Radio J en est un bon exemple, parce qu'au contraire, on considère que cette double activité, elle montre la richesse et la souplesse, la variété de ce qu'on peut faire dans cette maison. Alors Christophe, vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille 5 chansons qui ont compté dans votre existence. Et nous allons comme ça, durant une petite heure à bâton rompu, nous promener au gré de vos préférences musicales. Le premier de vos choix est une chanson de Jacques Brel, mais vraiment pas l'une de ses plus connues. La chanson Sans parole, écrite par le grand Jacques, est composée par son arrangeur mythique, François Robert, qui l'a suivi durant toute sa carrière. Une chanson sortie sur le premier album qu'il enregistre chez Barclay. Il quitte Canetti, et le 7 mars 62, il enregistre donc ce premier album. Excusez-moi du peu, dans cet album, il y aura Les Bourgeois, Madeleine ou Le Plat Pays. D'ailleurs, on a beaucoup appelé cet album de son titre principal, qui était Le Plat Pays. Et puis il y a ce petit bijou, la chanson Sans parole. J'aurais voulu, ma belle, t'écrire une chanson, mais le temps est venu où tu ne m'aimais plus. C'est une chanson incroyable, c'est une chanson parlée presque. Hein. Oui. Il chante à peine, c'est presque un poème, et c'est un poème sur à la fois l'écriture et l'amour. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Vous l'avez découverte quand, cette chanson? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup Jacques Brel, donc il y avait les 33 tours chez nous, et j'écoutais cela, je les ai tous écoutés en boucle, et cette chanson m'a vraiment profondément marqué. C'est lié aussi à l'adolescence, hein. Aux premiers émois amoureux, et la tentative de dire délicatement les sentiments qu'on peut avoir pour des jeunes filles. Et quand j'ai eu 40 ans,
pour me fêter mon anniversaire, je me suis offert l'intégrale de Jacques Brel. Voilà, le coffret des CD. Et donc vous pouvez l'écouter à l'envie Exactement. maintenant. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette chanson, c'est une chanson sur le côté éphémère du sentiment amoureux, mais aussi lorsqu'on connaît Brel et une forme de misogynie quand même qu'il affichait assez facilement, on y entend la versatilité de l'humeur et de la jante féminine quand même. Oui, bien sûr. Et puis une certaine, pas complaisance, mais un certain spleen narcissique à être malheureux de ses chagrins d'amour. Oui. Et ça inspire de très très grandes chansons, que ce soit Ne me quitte pas ou celle-là, ça vient des chagrins d'amour. Comme si Brel avait eu envie de souffrir à cause des femmes, parce que ça stimulait sa plume pour écrire des chansons. Quand on parle Ne me quitte pas, d'ailleurs, très souvent, les gens pensent que cette chanson est dédiée à une telle ou une telle comédienne, une telle ou une telle de ses maîtresses. Lui disait de cette chanson que ce n'était pas du tout une chanson d'amour. Il disait les femmes pensent que c'est une chanson d'amour et ça leur fait plaisir à elles. Mais en fait, c'est une chanson sur la lâcheté des hommes. Jusqu'où un homme peut s'avilir, peut s'humilier pour leur faire plaisir. Et ça, bien sûr, ça leur plaît. En fait, lui ne voyait pas du tout cette chanson telle qu'elle a été reçue et par le public. C'était pour lui vraiment une chanson où il réglait ses comptes avec la jante féminine. Et c'est vrai que on retrouve un petit peu de ça dans cette chanson-là. J'aurais aimé te dire plein de belles choses, mais bon, en fait, tu n'as pas attendu que j'aille au bout de mon poème et tu t'es barré, quoi. En fait, Exactement. Puis l'idée que finalement le poète n'est heureux que devant sa page blanche. Voilà, celle-là au moins elle est fidèle. Celle-là au moins elle ne nous fera pas de misère. Christophe, vous êtes né le 25 janvier 1967 à Challenge. Salanches, oui, en Haute-Savoie. Je reprends. Christophe, vous êtes né le 25 février 67 25 à janvier. Je reprends. Christophe, vous êtes né le 25 janvier 67 à Salanches, en Haute-Savoie, mais vous avez étudié au lycée du Parc à Dijon. On écoute. Donc j'ai bien compris qu'on écoutait Brel chez vous. On écoutait quoi d'autre ? Beaucoup Luis Mariano. Ma maman était une fan de Luis Mariano, de cette opérette très joyeuse, très, très, très populaire. Et on écoutait aussi beaucoup de musique classique. Mon père était plutôt côté musique classique. Son père, mon grand-père, avait tenu l'harmonium à l'église. Et donc, j'ai été baigné aussi de musique classique. Dans une maison où on travaillait beaucoup, l'école passait avant tout. Oui, donc, les distractions, y compris la musique. Vous avez fait de solides études, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont bien guidés de ce côté-là. Et donc, la musique, c'était vraiment la friandise. C'était la récompense, comme la télévision. C'était pas fréquent. Et moi, j'ai découvert la musique classique avec les grands tubes, les 4 saisons, un peu d'orgue aussi, et j'en ai gardé ce goût. Et ensuite, ça m'a accompagné durant toute ma vie. Quand je travaille, je mets de la musique classique pour pas être distrait, et quand je veux écouter de la chanson sans rien faire d'autre, alors là, c'est de la chanson, c'est des textes, et c'est des paroles françaises. J'ai jamais complètement accroché au monde anglo-saxon. Les Eagles, les Beatles, les Rolling Stones, j'ai écouté tout ça parce que les airs sont formidables, mais je me suis jamais très concentré sur les textes. D'abord parce que je ne maîtrise pas assez la langue anglaise pour en goûter le plaisir, et puis parce que j'ai toujours trouvé que les anglo-saxons étaient trop légers avec les textes. La chose politique, elle vous vient un petit peu de votre papa. Oui. Il était élu municipal, je crois. Il n'était pas élu, il était secrétaire de mairie, donc il s'occupait des mairies. Il s'occupait de faire fonctionner l'administration d'une mairie, et notamment, c'est comme ça que j'ai attrapé le virus de la politique, il s'occupait d'organiser les journées d'élection. D'accord. Et donc moi, tout petit, j'allais dans les bureaux de vote, j'allais dans les dépouillements. Et voir les assesseurs, les présidents de bureau. J'ai trouvé ça formidable. Du théâtre déjà, C'était du théâtre, l'exercice du pouvoir, évidemment l'incarnation du pouvoir, mais aussi ce cérémonial démocratique où on gagne, on perd, et on respecte. On respecte la volonté du peuple. Je trouvais ça absolument magique, et c'est sans doute là que le public a toujours raison. Oui, c'est ça, le public a toujours raison, mais attention, il faut que le public ait le courage de s'exprimer. Faut pas qu'il reste dans l'ombre. Et j'ai toujours trouvé que cet exercice démocratique républicain, c'était vraiment extraordinaire. Vous avez étudié au lycée du Parc à Lyon. J'imagine que au lycée, il y avait un club théâtre. C'est né là, le petit virus. C'était né avant au lycée. J'avais une prof formidable dès que j'étais en 4e qui m'a mis le virus du théâtre comme lecteur au collège. Puis après au lycée, elle m'a fait jouer mon premier rôle, Cyrano. Au lycée du Parc, c'était la classe prépa. Alors là, il n'y avait pas une seconde qui n'était distraite du travail pour préparer les concours, pour préparer Normal Sup. Mais dans cette idée qu'il fallait retrouver le théâtre le plus vite possible. Vous aviez le goût des lettres tout de suite, et vous avez fait plutôt un bac scientifique. Et oui, parce que vous avez eu avec mention assez bien. Pourquoi Parce que c'était les meilleurs devaient faire un bac C à l'époque. Les meilleurs devaient faire un bac C. Les filières littéraires étaient des filières un peu sacrifiées. Mes profs ont eu la sagesse, la lucidité de m'envoyer là où je ne voulais pas aller, le bac scientifique. J'ai souffert 1000 mots pendant 3 ans. Et vous l'avez avec mention quand même, c'est quand même. Oui, une petite mention, mais j'ai vraiment souffert, mais ça m'a permis d'entrer en prépa et après de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire des études littéraires. Donc ils m'ont rendu service, c'était un mal pour un bien. Néanmoins,
c'est mieux quand l'éducation nationale peut ouvrir et offrir de vraies filières littéraires Bien à ceux sûr. qui en ont la vocation. Oui, et pas des classes qui étaient un petit peu les classes laissées pour compte à l'époque. Exactement. Donc, durant toutes ces années, j'imagine, Cagne et Pocagne, le théâtre, il n'existe pas, là. Oui, je reprends en 3e année de Cagne. Je me dis, bon, allez, quitte à rater les concours cette année, autant se faire plaisir. Et je réactive ma compagnie théâtrale en Haute-Savoie. Et donc, je fais en parallèle le concours normal sup et puis une pièce de théâtre. Et finalement, ça m'a aidé. Parce que ça a relativisé le concours. J'avais l'objectif de la pièce de théâtre. Et le concours, je l'ai passé de manière plus détendue et je l'ai réussi peut-être grâce à ça. Vous ne vous êtes pas dit, une fois entré à Normal Sup, bon, maintenant je vais faire, ça y est, j'ai réussi vis-à-vis de mes parents mon contrat, ça y est, en bon fils, je suis rentré à Normal Sup quand même, qui est quand même, tout le monde ne l'a pas, ce concours, et bien maintenant je vais faire comédien, Je me suis dit ça. Je me suis dit ça complètement. Je voyais d'autres camarades faire le même choix, par exemple Jeanne Balibar, qui a passé le conservatoire et qui a fait une carrière complète, mais j'avais en même temps le virus de la politique. Donc je voulais pas renoncer à ma passion pour la vie politique, ma passion pour le journalisme, et je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut être comédien professionnel et journaliste amateur? Non. Mais journaliste professionnel et comédien amateur, oui. Alors j'ai pris le théâtre des élèves de Normal Sup, puis j'ai dirigé le théâtre des anciens élèves de Normal Sup, et j'ai essayé de faire de mon mieux dans le journalisme politique. Et puis 25 ans après, je me suis dit, bon voilà, le journalisme politique, ça y est, j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc maintenant je vais faire journaliste amateur. Voilà, en tout cas journaliste sans responsabilité, sans diriger des médias, dans l'élan de ce que j'avais fait avant, et prendre mon temps pour être au milieu de ces acteurs professionnels. J'en reviens à Brel, qui était aussi, alors non seulement l'interprète que l'on connaît, l'auteur que l'on connaît, mais aussi un comédien, émérite aussi, ce héros romanesque, qui au zénith de son art décide de tout quitter, de peur de faire le disque de trop, la chanson de trop, l'Olympia de trop. Ça vous inspire quoi, ça? Le mec qui à l'aube de la quarantaine dit, allez, bonsoir, moi, ça y est, j'ai tout donné. L'immense courage face à cela, à ne pas faire le combat de trop, ne pas faire le disque de trop, et puis quelqu'un qui se carbonise aussi, qui brûle la vie par les deux bouts, à la fois sa santé physique et il en mourra, mais aussi son équilibre. L'homme qui vomit sur scène avant d'entrer tous les soirs sur le plateau de l'Olympia ou d'ailleurs une souffrance. Et donc à un moment donné, il veut dire stop à cette souffrance. Et l'ivresse compense la souffrance pendant un certain temps, puis un jour le corps dit stop, le psychisme dit stop. Entre-temps, il avait refait sa vie, il avait découvert aussi les marquises, il avait découvert cette paix. Et les joies de la navigation. Cette paix sans doute qu'il trouvait dans la navigation, dans les mers du Sud, et je pense que ça a joué aussi. On l'écoute, Jacques Brel ? Avec plaisir. C'est parti. La chanson sans parole, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de sa vie sur Radio J. Vous en parliez à l'instant, Christophe, de Jacques Brel. On connaît son trac qui l'amenait donc vraiment jusqu'à vomir tous les soirs avant de rentrer sur scène. On connaît aussi un dress code. Il avait toujours ce costume sombre, une cravate sombre. Il s'habillait comme en dimanche. Il disait pour aller voir le public, il ne serait jamais monté comme on le voit maintenant en jean avec un pull mal fait sur scène, quoi. Il s'habillait comme pour aller à une cérémonie. Vous, votre dress code, cette écharpe rouge, et je crois savoir, c'est quoi, c'est votre cravate à pois, c'est ce que la cravate à pois était à Gilbert Bécaud. Je crois savoir que c'est un cadeau, cette écharpe. C'est une mythologie, cette écharpe, puisque j'ai raconté des tas de versions. Un cadeau de François Mitterrand, un cadeau de Carla Bruni, un cadeau. C'est ce que j'avais lu. Il y a du faux dans toutes ces histoires, et j'aime bien répandre comme ça des versions différentes, en laissant les gens choisir et en laissant aussi les rumeurs prospérer. Je trouve ça très drôle. La version de ce dimanche, c'est quoi? La version de ce dimanche, c'est forcément une version théâtrale. Alors voilà, c'est le jour où j'ai fait mes débuts au théâtre, à la fin, pour me dire, voilà, il faut que ça soit le début d'une grande aventure, ça va me porter bonheur. J'ai découpé un morceau du rideau. C'est beau. Et je l'ai mis autour du cou. Et depuis, il me suit. Et l'écharpe bleue de El Kabbach, il avait découpé quoi, lui, alors? on va lui demander. Il faut absolument qu'on lui demande. On va continuer, Christophe, notre promenade en chanson. Et là, on arrive à un chanteur, comédien aussi. Il y a beaucoup de chanteurs comédiens que vous avez choisis. Je suis très attaché à ça, à ceux qui savent faire carrière dans le chant et sur scène ou devant l'écran. Et en France, on a la chance d'avoir des talent de ce type tout au long de l'histoire. Et en fait, le talent d'interprète, c'est avant tout un talent de comédien. Serge Reggiani, celui dont on va parler tout de suite, que vous avez choisi, là encore, avec une chanson qui n'est pas sa plus connue, qui est La Putain, un texte de Jean-Loup Dabadi sur une musique de Michel Legrand. Je ne savais pas que Michel Legrand on associe son nom à Barbara Streisand, à Nana Mouskouri.
à Claude Nougaro, bien évidemment. Bien sûr. J'ignorais qu'il avait, je crois d'ailleurs que c'est l'une des rares chansons qu'il a Oui, écrites c'est l'une des pour rares Reggiani. chansons. Il a retrouvé Serge Reggiani à la toute fin de sa vie pour écrire une sorte d'album, un album qui restait très confidentiel, où Michel était simplement devant un clavier, même pas un piano, un petit clavier. Et je connaissais bien Serge à ce moment-là parce que j'ai écrit un livre avec lui. Oui. Et je les ai vus tous les deux travailler sur un ouvrage, un disque qui était plus nostalgique que réussi. Et Serge Reggiani, quand on lui amenait une chanson, il disait mais donne à manger aux comédiens. Il ne se vivait pas comme chanteur, il se vivait vraiment comme comédien. D'ailleurs, j'avais rencontré Georges Moustaki, qui me disait, quand il s'était mis en tête que je devais écrire pour lui, c'est Barbara qui avait présenté ces deux-là, et il venait le matin avec des photos, avec des objets. Il dit, mais franchement, il arrivait avec une brocante à la maison, et il voulait me nourrir. Il partait du principe, cette phrase de Piaf qui disait un grand interprète doit donner du talent à ses auteurs. Donc il venait pour nourrir Moustaki, en lui montrant des photos de Barbara, en lui montrant des objets qui lui étaient chers, des photos du tournage de Casque d'Or. Mais vraiment, il venait le nourrir pour que lui amène quelque chose à manger, mais qu'il nourrisse le comédien. Il faut voir ce qu'était la vie de Serge, arrivé, immigré italien, qui s'est d'abord battu pour gagner sa croûte en faisant de la boxe, du vélo, et puis ensuite qui a connu des mésaventures terribles au cinéma. Il a eu la réputation d'être un chat noir à ce moment-là, parce que les films dans lesquels il était marchaient pas. Il a dû donc se battre pour continuer à apparaître sur les écrans. C'est un des rares comédiens de théâtre à avoir joué Camus et Sartre. C'est vrai. Les séquelles d'Astona, et il a joué du Camus. Les justes, donc, il fallait choisir son camp, son clan, sa chapelle à l'époque. Et lui, il arrivait à jouer les deux, avec cette énergie. Les séquestrés d'Altona, on se battait tous les jours devant le théâtre, entre étudiants communistes et étudiants d'extrême droite, pour pas faire jouer la pièce. Et lui, il jouait le rôle principal. Ah oui, exactement. Donc ce côté combat, ce côté trip, il voulait le mettre aussi dans ses chansons. Pas seulement sur scène au moment de les incarner, mais aussi au moment de les inspirer à ses auteurs. Et je pense que ça a beaucoup joué dans sa carrière. Il m'avait dit une fois qu'un des premiers conseils qu'il avait reçus de Piaf, c'était « Commence toujours tes récitals par une chanson très forte. Il faut commencer par un coup de poing. Il faut saisir le public. » Et c'est pour ça qu'il aimait commencer par des titres extrêmement puissants. C'est cet homme-là que vous avez rencontré lorsque vous avez écrit donc ce livre avec lui ? Oui, un homme beaucoup plus âgé, donc qui était revenu de tout, qui avait gagné d'autres combats, notamment un combat contre l'alcool, et qui s'épanouissait dans un dernier art, la peinture, où il ne manquait pas de talent, même si parfois c'était très mélancolique. Et puis on a écrit ce livre ensemble, où à la fois il rendait hommage, où il réglait quelques comptes aussi, avec tous ceux qu'il avait croisés dans sa vie. Personnage formidablement attachant. Pourquoi cette chanson ? Pourquoi la putain, donc qui est parue en 1971, on est donc juste après, ça a été un véritable phénomène. En 69, on entend toutes ces chansons que lui ont écrites Georges Moustaki. Il y a aussi de Jean-Loup Dabadi, le Petit Garçon, chanson magnifique aussi. Et puis, en 71, il y a cet album qui est passé un peu plus inaperçu. Et pourquoi cette chanson-là ? Pourquoi ce choix-là ? Parce que cette chanson me semble à la fois formidablement parisienne, c'est Paris que l'on voit, c'est une déclaration d'amour extraordinaire à ces femmes considérées par beaucoup comme des femmes qui ne valent pas grand-chose, et puis c'est le regard d'un homme sur son éveil à la sensualité, puisqu'il raconte ce qu'il éprouvait adolescent à regarder par la fenêtre cette prostituée, mais il fait aussi tout le parcours, et il regarde ce qu'il est devenu, ce que sont devenus ses cousins, par rapport au fantasme amoureux de l'adolescence. Et je trouve cette chanson formidablement complète, et elle a une mélodie en plus qui nous poursuit, qui nous hante. C'est une merveilleuse chanson qui est pleine de tendresse, en fait. Comme souvent, sous la plume de Jean-Loup Dabadi. Tout à fait. Jean-Loup Dabadi, d'ailleurs, qui nous racontait qu'en fait, ma préférence qu'il a écrite pour Julien Clerc, il la doit en fait à Serge Reggiani. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Non, je ne savais pas. Lors d'un album fin des années 70, Reggiani écrit une lettre un petit peu courroucée à Dabadi en lui disant sur le dernier album, tu m'as pas amené grand-chose. Et Dabadi est piqué au vif parce qu'il adore Serge Reggiani, il sait qu'il souffre et il ne veut pas le faire souffrir, et donc il lui répond, mais mon cher Serge, tu sais très bien qu'en matière d'amitié, tu es ma préférence à moi. Et il rame depuis des mois et des mois sur une musique, des semaines et des semaines, en tout cas, sur une musique que lui a donnée Julien Clerc, et sur laquelle il ne trouve rien. Il ne trouve que des banalités qui terminent en boule dans la corbeille à papier. Et en écrivant ces mots, en matière d'amitié, tu es ma préférence à moi. C'est le déclic. Ma préférence à moi, il réécoute la petite cassette qu'il a de Julien Clerc, et ça colle impeccable. Et il écrit ça. Donc il dit, cette chanson, je la dois aussi à Serge Reggiani. On l'écoute, Reggiani, La putain. Ah oui. La putain, chanson interprétée par Serge Reggiani, un texte magnifique de Jean-Loup Dabadi, composé
par Michel Legrand, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de ma vie. Christophe, on en parlait tout à l'heure, Serge Reggiani a gagné un formidable combat contre l'alcool, mais à une certaine période où il montait sur scène, pas forcément dans son état le plus réjouissant, une certaine presse s'en est donnée à cœur joie. Vous, Christophe, de façon générale, en tant que journaliste, patron d'hebdomadaire qui fait l'opinion, vous êtes parfois interdit d'écrire certaines choses. On se pose toujours la question des limites entre la vie privée et la vie publique, ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Alors il y a l'évidence, on ne dit que ce qui est prouvé, établi, confirmé, vérifié, bien sûr. Et puis à un moment donné, sur quelque chose qui est confirmé, établi, vérifié, il y a cette idée de l'intimité. Et donc il faut se poser des questions précises. En journalisme politique, moi j'ai toujours demandé aux journalistes de respecter la règle suivante. Si vous parlez de la vie privée d'un homme ou d'une femme politique, est-ce que l'image de la France est engagée ? Est-ce que de l'argent public a été dépensé ? Ou bien est-ce que la décision publique a été modifiée par un fait de vie privée ? Et c'est pour ça qu'on a été amené à écrire des choses qui ont pu nous valoir à l'Express quelques ennuis. Nous avons révélé, vous parliez de Carla Bruni tout à l'heure, la liaison avec Nicolas Sarkozy, mais il était évident qu'à ce moment-là, l'image de la France, il était président de la République, était concernée. D'ailleurs, si on a fait la meilleure vente historique des 70 années de l'Express avec l'interview exclusive de Carla Bruni, c'est bien parce que les Français considéraient que l'histoire de la France, l'image de la France était engagée par ce nouveau mariage. Et puis on a révélé qui était le vrai père de Marion Maréchal Le Pen. Ça me semblait évident que dire qu'un ancien ambassadeur nommé par Nicolas Sarkozy, ça n'était pas anodin. La justice a considéré qu'on avait violé la règle de respect de la vie privée. Mais moi, je considère qu'on a rempli notre devoir. Vous avez été condamné pour ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, voilà... mais moi, je considère qu'on a rempli notre devoir dans ce fait-là. Mais à chaque fois, il faut se poser les bonnes questions. Une fois qu'on y a répondu, on assume. On y va. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois, les yeux dans les yeux, micro face à micro, de vous interdire certaines questions, quand vous sentiez quelqu'un en position de faiblesse, quand vous sentiez quelqu'un en train de vaciller? Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de dire là, j'y vais pas? Non, c'est pas la question que l'on s'interdit, c'est la forme de la question, la manière dont on va poser la question, et c'est là où on peut avoir parfois des scrupules ou parfois des regrets quand on a été un peu trop dans la brutalité. Aucun thème n'est interdit. Après, il y a une délicatesse, mais qui est aussi une manière de faire, à mon avis, de meilleures interviews. C'est de prévenir, de dire, vous savez, on va en parler. Oui. Je vais essayer d'être délicat, vous serez libre de vos réponses, mais on va en parler. Ne pas procéder par surprise ou par acharnement, ou au contraire, comme le font certains, en disant on n'en parlera pas, puis en parler quand même. Oui, ça, je pense qu'il faut de l'honnêteté. Voilà, il faut de la loyauté. La loyauté n'interdit pas l'indiscrétion. Vous savez, on dit toujours, il n'y a pas de questions indiscrètes. Il n'y a que des réponses qui peuvent être indiscrètes. Vous avez des exemples de personnes comme ça que vous avez prévenues du fait que vous alliez aborder des choses qui n'étaient pas forcément les choses qu'ils avaient le plus envie d'aborder. Par exemple, sur Radio J, il y a quelques temps, il y a une secrétaire d'État de gouvernement Macron d'avant le premier quinquennat qui était contestée en interne dans son cabinet pour des faits de harcèlement, etc. Elle a d'ailleurs fini par démissionner à cause de ça. Bien, et le jour où elle est venue, on venait d'apprendre qu'il y avait une enquête interne. Je lui ai dit, vous savez, on va en parler. Et j'ai senti chez elle presque du soulagement. Parce qu'elle avait l'angoisse de se demander si on n'allait pas en parler sans prévenir. Bien sûr, de manière agressive. Voilà, et puis l'angoisse de savoir si elle pourrait au moins dire ce qu'elle avait à dire. Et elle a pu dire tout ce qu'elle avait à dire. L'angoisse de ceux à qui on pose des questions, c'est souvent l'angoisse de ne pas pouvoir répondre parce qu'ils vont être hachés, relancés, on va pas laisser la parole à la défense. Et l'honneur de l'intervieweur, c'est de toujours laisser la parole à la défense. Et même le dernier mot à la défense. Encore une fois, on rejoint le théâtre là aussi. Oui, d'une certaine manière, sauf qu'au théâtre, c'est l'auteur qui a le dernier mot, et après les interprètes doivent respecter ce qui est écrit. Et puis au théâtre, le non-dit a de l'importance. Le spectateur doit imaginer ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas écrit. Et c'est ça qui est formidable dans l'émotion théâtrale. Vous êtes là dans le public, vous avez cru comprendre, et votre voisin n'a pas compris la même chose, parce que le texte, justement, était riche de ces non-dits. Et c'est toute la richesse d'une bonne pièce de théâtre. Exactement. Christophe, on continue notre promenade dans les chansons de votre vie. Et tiens, allez, encore un comédien-chanteur, Marc Lavoine. De Lavoine, vous avez choisi peut-être sa plus belle chanson, son plus beau texte, mis en musique par son complice historique, Fabrice Aboulker, avec lequel il a signé ses plus grands succès, et qui est là, chanté en duo. Vous avez voulu la version chantée en duo avec une autre grande artiste, une autre grande plume de la chanson française, qui est Françoise Hardy. Cette chanson, c'est Cher ami, et toutes mes excuses. Pourquoi cette chanson-là, et pourquoi précisément ce duo-là? Alors d'abord, cette chanson-là, parce qu'après les émois adolescents de la découverte
de l'amour, du chagrin amoureux. Voilà. En 1989. Et oui. Et donc là, c'est l'âge adulte, avec la réalité des histoires qui se terminent et qui ne se terminent 89, jamais. Vous avez 22 ans. Voilà, les grandes histoires d'amour ne se terminent jamais, on les porte toujours en soi. Et donc voilà, cette chanson-là, c'est la brûlure amoureuse, mais dans la maturité, où on n'est plus dupe, on n'est plus dans la passion avec ses grands désespoirs, et puis on renaît de ses cendres. Non, c'est quelque chose d'à la fois plus doux et une douleur plus durable. Et puis j'ai voulu ce duo parce que Françoise Hardy, c'est aussi l'interprète de Message personnel, une autre grande chanson d'amour impossible, de rupture impossible. Et je trouvais que ce duo était formidable. Marc Lavoine, c'est en effet un comédien-chanteur, c'est aussi quelqu'un qui a une vision politique totalement, extrêmement engagé. Exactement. Très grand. Et puis, par rapport à Brel et à Reggiani, la continuité aussi d'une voix de crooner, d'une grande voix. Alors, ce qui est intéressant, vous parliez à l'instant de Message personnel, on le sait pas forcément. Le corps de la chanson est écrit, paroles et musique, par Michel Berger, qui est inconsolable après sa séparation avec Véronique Sanson. Mais toute la partie parlée, il demande à Françoise Hardy de l'écrire. Et en fait, elle parle à Jacques Dutronc, avec qui elle est en train de vivre un moment délicat. Dans leur vie, il y a eu des pleins et des déliés, comme dans toute vie amoureuse. Elle s'adresse à Dutronc, et lui parle à Françoise Hardy. Ce message personnel est en fait un double message personnel. Et on cite toujours Michel Berger. Je voulais juste rendre ce petit hommage à Françoise Hardy. Le texte parlé dans cette chanson-là est extrêmement important. J'en reviens à cette chanson d'amour triste, qui est écrite sous forme épistolaire. Il lui écrit une lettre à cette dame. C'est des lettres, ou plutôt, dans mon esprit, ce sont des messages qu'on laisse sur un coin de table ou sur un répondeur parce qu'on s'est manqué. Voilà, on était en retard au rendez-vous, on doit partir en avance, la vie vous dévore et on se manque. Et donc, plus qu'une rupture, plus qu'une histoire d'amour qui se termine mal, c'est une histoire d'amour, c'est un rendez-vous manqué. C'est une histoire d'amour qu'on aurait pu vivre vu qu'on n'a pas... On a des regrets. Mais il n'y a pas de ressentiment, on s'en veut pas. Non, au contraire. D'où les excuses et l'idée que finalement, comme cette histoire n'a pas eu lieu, elle ne se terminera jamais. C'est aussi une sorte d'amour éternel, mais impossible. Ce qui est très étonnant aussi dans cette chanson, en la réécoutant avec attention, ce texte qui est magnifique, elle est à la fois pleine d'impudeur et de pudeur. On ne sait pas grand-chose de cette histoire. Non. Et il y a énormément d'impudeur aussi dans la manière dont les mots sont agencés. Il y a une vraie force dans ce texte-là qui est due à, je pense, ce contraste-là. Vous écrivez encore beaucoup de lettres, vous qui êtes un homme de lettres? Non, assez peu. Non. Assez peu, parce que les machines électroniques font que maintenant on envoie des choses beaucoup plus usuelles. J'ai beaucoup écrit de lettres, j'ai été un épistolier, puis ça s'est perdu avec le temps. Reste des moments où on prend le temps, et à ce moment-là d'ailleurs, la plume, et plus un appareil électrique, plus un clavier, pour un petit mot. Voilà. Je suis passé des lettres au petit mot. Au petit mot. Vous pensez souvent, comme dans la chanson, cette chanson que vous avez choisie, comme Marc Lavoine, aux gens avec qui vous avez rompu. C'est quelque chose qui... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je mets un point d'honneur, mais aussi je trouve que c'est un grand bonheur de la vie de ne jamais terminer les histoires. De continuer à penser aux gens. Le point final, c'est atroce. Le point final, c'est atroce. Puis l'oubli, c'est inhumain. Non, il faut continuer à penser à ce qui a eu lieu, le bien, ce qui s'est mal terminé parfois, et puis n'en garder ni ressentiment, ni rancœur, ni esprit de revanche, mais se dire voilà que tout ça, ça fait une vie. Ces petites cicatrices amoureuses mises bout à bout les unes des autres, ça fait la couture d'une vie. Et quand on se retournera au moment de faire le grand saut, eh ben on se pourra dire un peu comme Musset l'écrit, j'ai vécu. C'est moi qui ai vécu. Voilà, c'est pas un fantôme, c'est moi qui ai vécu puisque voilà, j'ai toutes ces histoires. Et je crois qu'il faut avoir de la gratitude au bout du bout pour toutes les personnes qu'on a aimées, même quand ça s'est mal terminé, même quand on a des raisons très concrètes d'en vouloir aux gens. Même les cicatrices les plus douloureuses sont utiles. Faut que la gratitude l'emporte. Faut que dans le bilan des histoires d'amour, même quand il y a eu des choses terribles, et il y en a, bien sûr, il faut quand même que la gratitude l'emporte parce que ce sont des morceaux de vie que l'autre vous a offerts. Cette gratitude interprétée par Marc Lavoine, cher ami, en duo avec Françoise Hardy, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de sa vie. On l'écoute. Cher ami, sous-titré toutes mes excuses, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de sa vie. Christophe, on continue cette balade enchantée
Alors là, avec l'une des plus belles chansons de Zazie que vous avez choisie pour nous, Christophe, cette chanson, c'est une petite valse triste. Le titre, d'ailleurs, c'est J'envoie valser, de Zazie, une chanson écrite et composée. Alors, c'est Zazie qui en a écrit les paroles, comme toujours. Cette chanson est composée par son frère, Phil Baron, qui réussit aussi dans l'ombre en n'ayant pas pris le vrai nom de famille de Zazie, une joyeuse carrière de compositeur pour les autres et de compositeur de musique de film. Une chanson enregistrée en 1995 sur son second album, qui s'appelait Zen, une petite valse musette sur le thème vive les sentiments amoureux vrais, sans poudre aux yeux et sans artifice. Ah, ça, c'est la chanson du bonheur. On ne garde que l'essentiel. On garde que l'essentiel, l'amour et l'eau fraîche, en quelque sorte. Oui. Et puis, c'est aussi une manière de dire à notre société consumériste, où on a l'impression que tout doit se mesurer, se quantifier, être dans le bling-bling, que non, on peut très très bien être dans l'amour parfait sans avoir besoin de couvrir l'autre de cadeaux. Et puis c'est une chanson qui pour moi est reliée à mon épouse actuelle. D'accord. Et à cette histoire d'amour qui j'espère ne se terminera jamais. Et on partage cette philosophie-là. Et donc voilà, donc c'est une chanson. C'est votre chanson à vous. Voilà, et c'est la chanson préférée de ma femme, Pauline, que j'embrasse. Pauline qui est chanteuse lyrique, je crois. Chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra. Donc un autre registre, évidemment, que celui qu'on écoute aujourd'hui, avec beaucoup de chansons d'amour aussi dans le lyrisme, mais portée par une puissance qui est parfois loin de nos existences. Alors, je sais que vous connaissez bien cette chanson et vous nous avez dit avec beaucoup d'émotion ce qui vous relie à cette chanson. Est-ce que vous savez que cette chanson, en fait, chantée par Zazie, elle est restée dans le fond d'un album ? Cette chanson, elle est restée dans le fond d'un album. Elle n'a pas marché du tout. Non, je comprends pas pourquoi. C'est une merveille. Il faut qu'Olivia Ruiz la reprenne sur son premier album, Olivia Ruiz, qu'on a découvert à la Star Academy, qui à la fin de la Star Academy ne veut pas du tout chanter ce qu'on veut lui apporter. Elle dit, moi, je vais choisir mes chansons et je vais faire mon album. J'ai rarement vu d'ailleurs quelqu'un d'aussi mature à l'époque. Elle sortait de la Star Academy, j'ai le souvenir de l'avoir rencontrée, où elle me dit, moi, de toute façon, je ne chanterai pas ce qu'on veut m'apporter. Elle me cite le nom d'un auteur-compositeur très très en vogue à l'époque. Elle me dit ça, je ne veux pas de ça, je vais faire mon répertoire. Et dans ce répertoire, elle écoute donc une chanson, une phase Z, une chanson d'album J'envoie valser de Zazie, elle la reprend et c'est Olivia Ruiz qui va en faire un tube. Alors moi, ce que je vous propose, pour qu'on soit juste, on va écouter un petit peu de J'envoie valser par Zazie et un petit peu de J'envoie valser par Olivia Ruiz. On écoute ça. J'envoie valser successivement la version de Zazie et celle d'Olivia Ruiz. Vous connaissiez la version d'Olivia Ruiz ? Non, je connaissais pas et en effet, elle a une voix qui se prête formidablement bien à cette sentimentalité simple et pure et cristalline. Ce qui est beau aussi dans la version de Zazie, c'est l'accordéon. Oui, bien cette sûr. musette, c'est aussi toute la simplicité. C'est des siècles d'histoire d'amour dans les bals populaires, l'accordéon. Pendant longtemps, elle a interprété sur scène, accompagnée par un limonaire. Ah oui. Vous savez, ce son qui nous fait penser tout de suite c'est le limonaire, au c'est ça. Exactement. On est encore plus près de la simplicité puisqu'on est vraiment dans le chanteur des rues. Oui. Qu'est-ce qui vous accroche et dans une chanson ? Je vois que vous connaissez bien la chanson française. Vous allez vraiment chercher, picorer des chansons qui sont vraiment enfouies, telles des petits trésors, des petites pépites et dans des albums. Brassens disait on rentre dans une chanson par la musique, on y reste par les paroles. Qu'est-ce qui vous accroche ? Eh ben moi c'est l'inverse. J'entre dans une chanson par les paroles parce que je suis un homme de l'écrit, des textes, donc je regarde d'abord la qualité des textes. Je suis capable d'aimer une chanson sans l'entendre, en lisant les paroles, en me disant là il y a un texte, là il y a un auteur, il y a quelque chose, ça m'intéresse. Là je suis très sensible à cela. Il faut qu'il y ait une qualité poétique, littéraire. Je distingue d'abord des auteurs. Et puis je reste dans la chanson si la musique m'accroche, me le met dans l'oreille, le verre d'oreille, le fameux verre d'oreille. Et ben voilà, si on arrive à me le graver par la musique, alors là je suis complètement conquis, alors pour des années. Ouais. Mais vous devez souffrir aujourd'hui, où la musique est complètement dématérialisée, où on ne reçoit plus de CD ou encore moins d'albums vinyles, où on avait ces fameux livrets où l'on pouvait lire les paroles. Ah ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a plus ça. Quand on vous envoie, en tant que journaliste, lorsqu'on vous envoie des liens, on vous envoie des liens, il n'y a même pas le nom des auteurs et des compositeurs. Rien du tout. La création est complètement bafouée. Exactement. Aujourd'hui, je souffre de ça, comme si le produit était un produit uniquement sonore, et absolument pas au départ la rencontre entre un texte et une mélodie, entre un auteur et un compositeur. Et ça, je trouve que c'est très 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 ennuyeux. De la même manière, je trouve que l'écriture a tendance à se dégrader, à être jugée secondaire. Heureusement, il y a toujours des bonnes surprises. Regardez la qualité d'écriture d'un Aurel San, par exemple. La force politique, la force poétique qu'il peut y avoir dans ces textes. Donc même dans un genre qui a semblé se détourner de la force du texte,
il y a quand même à un moment donné une différence qui est faite par l'auteur. Et ce n'est pas le seul parmi la jeune, c'est pas le seul, non, c'est pas le seul. Jeune génération de rappeurs. Tout à fait. Il y a des gens qui savent vraiment, on les a souvent brocardés et ramenés à une expression la plus élémentaire qui soit. Mais finalement, non, de MC Solar à Orelsan, on a vu que des gens qui savaient tenir un stylo plume et savaient écrire et garder une certaine esthétique dans le choix de leurs mots. Christophe, vous écrivez des pièces de théâtre, vous êtes un homme de plume. À quand Christophe Barbier, auteur de chansons? Alors j'ai écrit des chansons pour les pièces de théâtre que je jouais avec mes camarades du théâtre de l'Archicube, des anciennes Normales Sub, notamment parce qu'on remontait des pièces comme des Labiches, par exemple, où il y avait des couplets, sauf qu'on a perdu. Depuis, on a perdu les paroles, on a souvent perdu les partitions, donc on réécrivait les choses. J'ai écrit des chansons comme ça pour du Pirandello, pour du Hanouille, et on s'est beaucoup amusé, mais c'était de la chanson potache. Voilà. Et de la vraie chanson poétique, celle que vous aimez, celle que vous défendez aujourd'hui. J'adorerais, j'ose pas. Et je pense que ce qui me manque, n'étant pas de culture musicale, c'est peut-être de rencontrer des gens qui me disent, un compositeur qui me disent, mais j'ai besoin de texte, j'ai envie de texte. Donc voilà. Ça me semble terriblement difficile quand même. Cette écriture, marier une écriture pour la faire coïncider avec une mélodie, avec des notes, ça me semble terriblement difficile. Alors vous savez qu'il y a un truc que donnait Pierre Delanoë à tous les aspirants auteurs qui n'avaient pas rencontré leur moitié d'Orange, qui n'avaient pas rencontré tous ces Lennon, qui n'avaient pas rencontré leur McCartney, ou tous ces Julien Clerc ou tous ces Rodagil qui n'avaient pas rencontré leur Julien Clerc. Il leur disait, vous prenez des chansons existantes, vous oubliez les paroles et vous écrivez sur la métrique de cette musique-là. Et franchement, c'est un exercice qui marche. Et vous savez qu'il y a des grandes chansons qui ont été écrites comme ça. Pascal Sevran, débutant, écrit pour Dalida, il venait d'avoir 18 ans, sur la musique de Comme ils disent, de Charles Aznavour. Hervé Villard, autre grand exemple, écrit Caprice est fini, et comptez les pieds, je vous assure, ça marche. Vous chantez Caprice est fini sur l'air de Ne me quitte pas, et ça marche très bien. Il avait cette idée de Caprice est fini, il n'avait pas de musique pour le faire. Donc voilà, moi je vous donne un petit truc si vous avez envie de vous y mettre. Et pour ramener ça à la politique, on peut chanter la Marseillaise sur l'air de l'International. Ça c'est carrément incroyable génial. Quand même. Christophe, on continue donc cette petite promenade dans votre playlist pour prendre un mot à la mode dans ces chansons de votre vie. Et là encore, un chanteur-comédien en la personne de Benjamin Biolay. Là, vous avez choisi une chanson de son album Volver, enregistrée en 2017, et ce titre, c'est Cher Inconnu. Après Cher Ami, nous avons maintenant Cher Inconnu. Il y a quand même un joli fil directeur quand même dans votre choix, dans vos choix. Une chanson qu'il a aussi chantée avec Clara Luciani. Encore une chanson d'amour, écrite comme Cher Ami, avec un élégant vouvoiement. Une chanson où, à mon humble avis, on ressent bien l'influence que Gainsbourg a pu avoir sur l'écriture de Benjamin Biolay. Pourquoi ce titre ? D'abord pour Benjamin Biolay, que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai fait un peu de cinéma. On se voit de temps en temps, pas assez. Je considère que c'est le plus grand auteur en ce moment de la chanson française. Vraiment ? Ah oui, je trouve qu'il a des moments. Quelqu'un qui a écrit Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Ou bien, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des stations balnéaires dans mon verre à pied ? C'est un immense poète. C'est un immense poète. Et sur chaque album, je trouve des pépites. Pas toujours les chansons, d'ailleurs, qui sont les plus tubes de ces albums. Dans celui qu'il a sorti juste après la Covid, Vendredi 12, est une chanson extraordinaire. D'écriture. Et je trouve ça formidable. Sainte Rita, dans son dernier album, Saint-Clair, c'est une chanson dont l'écriture, c'est-à-dire ça peut se lire sans musique. Et les musiques, en plus, sont extrêmement bien troussées. En plus, parce que ça, il connaît son métier, c'est un musicien de grande culture, c'est un grand compositeur. Mais moi, quand il sort des choses nouvelles, je lis d'abord les textes. Voilà, et après, je vais écouter. On en revient à ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait de cette petite pépite d'écriture ? D'abord le livret. Il vous arrive d'être déçu, de vous dire, tiens, ce texte-là me plaisait beaucoup, mais mis en musique comme ça, franchement, je ne m'y retrouve pas. Il m'arrive non plus. Pas forcément sur lui, mais sur... Parfois, il m'arrive d'être un peu agacé en me disant, ce texte-là, il aurait mieux fait de ne pas le mettre en musique et de le laisser l'oublier. Voilà. Il y a-t-il dans des moments spécifiques de votre vie des chansons qui vous ont aidé à reprendre espoir, des chansons qui vous ont aidé à vivre, des chansons
qui ont changé la couleur du ciel? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, un exemple très précis, on parlait de Normal Sup tout à l'heure. Nous sommes en juillet 87. Je vais avoir les résultats. Je rentre tard le soir de Lille où j'avais passé un autre concours. Tout le monde sait quels sont les résultats. Moi, je savais pas. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Je remonte de la porte d'Orléans jusqu'au boulevard Jourdan où étaient affichés les résultats. Je remonte il y a 400 mètres. La nuit tombe, on est 22h au mois de juillet. Je meurs de peur. Si j'ai réussi, c'est Paris, c'est la vie de bohème, c'est le théâtre, et puis plus de concours, plus rien. Une victoire c'est une victoire formidable. Parfait. Si j'échoue, c'est retour à Lyon, c'est la brume de la fac à l'automne. Et puis j'imagine que vous avez passé d'autres Oui, j'avais passé d'autres choses, mais c'était un peu le kit ou double de mon existence. C'est ça. Et pour me donner du courage, j'ai chanté la chanson de Francis Poulenc, Les chemins de l'amour, qu'il avait écrite, notamment pour Jean Anouilh dans sa pièce Léocadia. J'avais joué cette pièce, j'avais cette chanson en tête. Et j'ai chanté sur les 400 mètres, chantonné sans doute faux, cet air, pour me donner le courage d'aller voir de quel côté mon destin allait basculer. Et vous étiez admis. Et j'étais admis, cette chanson m'a porté bonheur. Alors, une autre chanson, alors, dans un tout autre style, une toute autre esthétique. Cher Inconnu, votre choix, Christophe. Benjamin Biolay, on l'écoute tout de suite. Cher Inconnu, Benjamin Biolay, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de sa vie. Je vous jure que j'aurais écouté cette chanson en blind test, j'aurais juré que c'était un texte de Gainsbourg. Il y a une inspiration très proche quand même. Oui, bien sûr. C'est un compliment d'ailleurs. Il y a une inspiration, il y a une filiation. En plus, c'est une chanson sur les histoires d'amour qui auraient pu avoir lieu et qui n'ont pas eu lieu. Ça me fait penser, moi, aux Passantes de Brassens. Oui, bien sûr. Pareil. Avec, là encore, une immense fascination pour la femme. Il y a pas de prédation, là, il y a pas de chasse, il y a pas de séduction, c'est pas Don Juan qui parle. Pas du tout. Et ça, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement sensible. Et les Passantes, j'ouvre une toute petite parenthèse. Vous qui aimez les belles lettres et les belles histoires, une chanson écrite par Antoine Paul, qui n'était pas, donc c'est une des rares chansons que Brassens n'est pas écrite mais mis en musique. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson? Je trouve qu'elle résume tout notre métier. En fait. Au lendemain de la guerre, au début des années 50, Brassens traîne chez un bouquiniste sur les quais et il trouve un petit fascicule auto-édité de poèmes d'un certain Antoine Paul. Il le lit et il tombe en arrêt sur ce texte-là. Tout le reste ne lui parle pas beaucoup, c'est assez banal, mais ce texte-là, tiens, le mec, il a vraiment été inspiré. Et donc, il le met sur un coin de son bureau en se disant, ce texte-là, un jour, je le mettrai en musique. Arrive un Bobino dans les années 60, je crois, et Brassens a besoin de nouvelles chansons. Il a un petit problème de santé, les calculs rénaux commencent à le faire sérieusement souffrir, et puis il se dit, tiens, ce texte-là, je vais le mettre en musique. Il le fait. Il écrit donc la musique des Passantes. Et il demande à Gibraltar, à Pierre Ontoniant, son fidèle secrétaire, et pourquoi Gibraltar? Parce qu'il fallait passer sur lui pour atteindre Brassens, il lui demande de trouver ce Antoine Paul. Et là... Société des gens de lettres, on ne le trouve pas. SACEM, Société des auteurs-compositeurs, on ne le trouve pas. Le Bottin, on ne le trouve pas. Bref, Antoine Paul est introuvable, à tel point que Brassens se demande s'il va vraiment pouvoir enregistrer cette chanson sans avoir au moins prévenu l'auteur de ça. Et comme c'était un fascicule auto-édité, il n'y a pas d'éditeur à joindre, quoi. Et puis... un jour, il est chez lui et Pierre Ontoniant, donc le fidèle secrétaire, reçoit un coup de fil d'un type qui lui voilà, bonjour, je suis président de l'amicale des anciennes centrales. Nous avons une petite gazette et nous notre idole c'est Brassens. Et dans la prochaine gazette, dans la prochaine fanzine, j'aimerais pouvoir publier à titre gracieux quelques textes de Monsieur Brassens. Mais oui, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez un petit courrier. Il n'y avait pas de mail à l'époque. Vous m'envoyez un petit courrier et bien sûr, on vous donnera à titre gracieux ce droit. Mais à qui ai-je l'honneur, monsieur? Monsieur Antoine Paul. Paul, P-O-L? Oui, Antoine Paul. Mais monsieur, je vous cherche, Brassens vous cherche depuis des mois et des mois. C'est bien vous qui avez écrit Les Passantes? Oui. Et là, le monsieur fond en larmes. En fait, il a au téléphone le secrétaire de Brassens qui lui dit que Brassens l'a mis en musique et qu'on le cherche. Et il dit, mais oui, mais comment vous savez ça? Bien voilà, Georges, en chinant, a trouvé ce... Et voilà. Et écoutez, je vais le dire à Georges qu'on vous a retrouvé, il va se faire un plaisir de vous appeler, donnez-moi votre téléphone, et il va vous appeler. 8 jours plus tard, Brassens rentre,
de tournée, il appelle Antoine Paul, et c'est sa veuve qui décroche en disant Antoine Paul était très âgé, il est mort, mais en sachant qu'il allait passer à la postérité grâce à cette version de Brassens. Merveilleuse histoire. Alors, sans transition, Benjamin Biolay, on l'écoute. On l'écoute. Cher inconnu, magnifique chanson de Benjamin Biolay, le choix de Christophe Barbier dans les chansons de sa vie. Christophe, on arrive au terme de notre entretien. J'aurais bien fait une petite heure de plus avec vous. On peut prendre rendez-vous. Bien sûr. Je rappelle il y a des tas d'autres chansons. Hein. J'imagine. Et vous en parlez très bien en plus de ces chansons-là. Moi, j'ai hâte de lire vos premiers écrits, vos premières paroles de chansons. Je rappelle votre actualité, Mademoiselle en hiver, au Théâtre de Passy, jusqu'au 31 mars. On espère que ça puisse être prolongé. Oui, c'est bien parti parce que ça marche très fort pour l'instant. Donc croisons les doigts. Et puis Caroline Siol est une Chanel tellement extraordinaire, je pense qu'on va aller plus loin. Vos projets au théâtre ou au cinéma, c'est quoi ? Déjà, elle est assez loin dans cette direction-là, et puis j'essaye de travailler sur d'autres textes en ce moment. Beaucoup de textes me passionnent et m'intéressent. Je travaille sur un texte autour de la montre d'Adolf Hitler. Ah ! Eh oui, alors c'est un texte plus sombre, plus sérieux. Un texte que vous écrivez vous-même, non ? Oui, que j'essaye de co-écrire avec un camarade. On essaye de développer des textes dans cette direction-là. Je voudrais travailler avec mon épouse, donc qui est chanteuse lyrique, sur Offenbach, mais aussi sur Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Vous voyez, il y a plein d'idées. Donc on aura de multiples occasions de reparler théâtre et chansons. Avec grand plaisir, Christophe. Une question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? Lequel le métier ? Le métier de journaliste ou le métier de comédien ? C'est à vous de choisir. Le métier de journaliste... Celui que vous estimez être le vôtre... Le plus beau cadeau, c'est la curiosité toujours renouvelée. L'actualité politique française est un roman. Je ne me suis jamais ennuyé une minute à commenter la politique française depuis 35 ans. Quant au cadeau offert par la scène, c'est les applaudissements demain. Parce que les applaudissements d'hier ont été une joie extraordinaire, mais ceux de demain... Le plus beau succès, c'est celui qui reste à venir. Puis on les désire, on les attend. C'est le soleil qui se lève à l'horizon. On vous en souhaite encore de nombreux applaudissements. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci.